Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Oussama Ammar, je suis l'un des cofondateurs de The Family. Et la question qu'on nous pose très souvent, c'est qu'est-ce que The Family? Il y a même des gens qui imaginent des théories du complot incroyables sur ce qu'est The Family. Je pense que le nom crée beaucoup de mystères et beaucoup d'interrogations. Mais finalement, le nom porte le projet. On essaye de créer une famille entrepreneuriale. Et alors, comme dans toute famille, il y a une grande diversité, mais il y a quelque chose qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est l'ambition qu'on porte derrière nos projets. Alors The Family a une mission très très simple, c'est qu'on essaie d'apporter trois choses à tous les entrepreneurs qui viennent chez nous. On essaie d'apporter de l'éducation. Alors l'éducation, c'est quoi? C'est un programme de formation continue pour que, au moins, si un entrepreneur rate son entreprise, il en sorte grandi par rapport à son arrivée chez nous. Donc on a une position très dure sur les startups qui est que de toute façon 90 à 99% des startups en fonction de notre taux de chance vont échouer et que donc la meilleure chose que tout entrepreneur peut faire, c'est investir dans lui-même. Parce que, à minima, à la fin de son aventure entrepreneuriale, même s'il n'a pas réussi, même s'il a ni revendu sa boîte, ni levé des fonds ou je sais pas quoi, quelle que soit votre définition du succès et quel que soit l'élément que vous mettez derrière le mot succès, bah, au moins il en sortira grandi et il en sortira comme soit un meilleur fondateur pour une deuxième aventure, ou une troisième aventure, soit un employé qui comprend profondément la culture startup et qui donc peut rejoindre une startup en croissance. Et d'ailleurs, ce programme d'éducation a un effet assez immédiat en fait chez les startups de The Family, c'est que comme elles partagent une culture commune très forte, une ambition assez extraordinaire, très très souvent des gens viennent nous voir en nous disant bon, ma startup va nulle part, j'ai décidé d'arrêter et en fait je vais rejoindre comme employé la startup machin qui elle marche très très bien et ça c'est un effet assez magique. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on produit des unfair advantage. Alors la traduction française c'est privilège. Vous savez, les deux piliers de la famille, c'est l'éducation et les privilèges. Le mot anglais est très parlant, unfair advantage, parce que profondément, on essaie de créer un effet injuste. On essaye de mettre nos startups à The Family dans une position où le simple fait d'être à The Family leur apporte des avantages et des bénéfices très importants. Alors, qu'est-ce que c'est un unfair advantage? C'est, je pense, la chose la plus originale dans notre métier, c'est qu'on se voit comme des designers d'infrastructures qui essayons de simplifier la vie des startups. Et par unfair advantage, on entend des choses comme des perks, c'est-à-dire des avantages en nature que des partenaires peuvent offrir à nos startups. On entend des infrastructures pour régler les problèmes les plus communs de nos startups. On entend également tout ce qui peut permettre en fait de retourner le rapport de force entre nos startups et des acteurs de l'écosystème. Et alors la dernière chose, c'est qu'une startup, c'est avant tout un jeu capitalistique. Et donc, forcément, à un moment ou à un autre, l'accès au capital est quelque chose d'important. On n'est pas des leveurs de fonds, on se voit plutôt comme des investisseurs. On met assez peu d'argent, mais beaucoup de temps, parce qu'on pense que c'est ça l'investissement de demain, c'est d'apporter beaucoup de valeur ajoutée. Mais finalement et assez fondamentalement, ce qu'on essaye de faire avec les startups de The Family, c'est qu'au moment le plus crucial de leur vie, au moment où ils commencent à avoir de la traction, c'est-à-dire avoir des statistiques par rapport à leur activité qui sont vraiment impressionnantes et extraordinaires, à ce moment-là, on essaie de leur trouver l'investisseur le plus pertinent et le plus smart. Et on a une position qui est qu'on ne présente jamais une société, même si elle est dans The Family, à un investisseur, si nous-mêmes on n'était pas en position d'investir nous-mêmes et si nous-mêmes on n'avait pas envie d'investir. Et ça explique notre culte du secret autour de nos sociétés. Beaucoup de gens pensent que notre deal flow est secret pour des raisons mystérieuses, etc. Alors c'est très bon pour le marketing, ça crée une sorte d'aura. Mais en fait, il y a une réalité opérationnelle à ce secret. C'est qu'une société qui rentre dans The Family a tout son temps pour se développer et atteindre le niveau que nous, on veut pour qu'elle puisse être présentable à des investisseurs. Et cet accès au capital explique notre culte du secret. C'est qu'on ne veut pas être dans la situation de devoir présenter quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Et si par
aventure, soit la startup n'était jamais prête, soit on n'est pas d'accord sur ce que ça veut dire être prêt. Toute startup de The Family peut reprendre les actions qu'elle nous a données et sortir librement de The Family sans que personne ne l'ait jamais su. Et donc aller vivre sa vie auprès d'investisseurs. Alors tout ça est appuyé sur une philosophie macro, c'est que l'entrepreneuriat est en train de devenir une commodité. Je ne sais pas qui dans la pièce là est entrepreneur ou a envie d'être entrepreneur. À mon avis, le nombre est très important. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre d'entrepreneurs dans les 10 prochaines années va être multiplié par un ratio impressionnant. Ce sera peut-être x10, x100, x1000. Et un certain nombre de personnes trouvent ça très regrettable parce que tout le monde et n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat de nos jours. Nous, à The Family, on pense que c'est la meilleure nouvelle qui soit arrivée depuis très très longtemps. Le fait que le nombre d'opportunités soit en explosion, le fait que le nombre d'entrepreneurs soit en explosion, ça veut aussi dire que l'entrepreneuriat va passer par une phase d'industrialisation et une phase de transformation par rapport à qu'est-ce que ça veut dire devenir entrepreneur. Pendant très longtemps, les gens devenaient entrepreneurs par hasard. Je pense que dans ma génération et les générations précédentes, la plupart des gens qui sont devenus entrepreneurs l'ont pas vraiment choisi. L'entrepreneuriat s'est un peu imposé à eux par une série d'opportunités, etc. C'est pas comme devenir avocat ou médecin. Avocat ou médecin, c'est une vocation. Vous savez dans quelle école aller, vous savez quoi apprendre et vous savez comment bâtir votre carrière. Et ben, je pense que dans les 20 prochaines années, l'entrepreneuriat va devenir un peu la même chose. Petit à petit, les gens vont se dire j'ai envie d'être entrepreneur, mais je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que la volonté entrepreneuriale ne sera plus la conséquence d'une idée ou d'un problème à résoudre, mais sera vraiment une volonté sui generis qui est appuyée et transformée par le fait que avant tout, ce que vous avez envie, c'est d'être libre et de construire quelque chose qui compte. Et de ce point de vue-là, The Family s'inscrit dans ce mouvement parce que on essaye un peu de devenir l'école de l'entrepreneuriat. Et alors forcément, parce que c'est une école d'un nouveau genre pour un nouveau type de métier, c'est une école qui se rémunère en prenant une participation. Mais l'idée importante derrière tout ça, c'est que finalement, il y a une phrase qu'on répète tout le temps, c'est anyone can be an entrepreneur. C'est un de nos mottos, c'est un de nos slogans, et c'est pas que du marketing. Ça veut pas dire everyone can be an entrepreneur. Il y a une différence entre anyone can be an entrepreneur and everyone can be an entrepreneur. Anyone can be an entrepreneur, ça veut dire qu'on ne peut jamais savoir d'où viendra le prochain entrepreneur. Alors je sais pas si vous avez vu le film Ratatouille. Mais en fait, The Family a été fondé à cause de Ratatouille. C'est un aveu que je fais comme ça en public. C'est une référence très sérieuse. Parce que dans ce film Ratatouille, il y a un petit rat qui cuisine et le critique gastronomique dit je comprenais pas où Gusto voulait en venir. Tout le monde peut être un cuisinier. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être un grand artiste, mais simplement que un grand artiste peut avoir des origines très modestes. Et on l'a vu pendant des milliers d'années dans l'art et on va le voir dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on ne peut pas savoir a priori si quelqu'un va être un grand entrepreneur ou pas. Et je pense qu'on est dans une génération où tout le monde devrait essayer une fois. Et même s'il ne réussit pas, c'est pas très grave. Et cette révolution, on l'assume. Cette commoditisation de l'entrepreneuriat, ça nous va très bien. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de startups. Aujourd'hui, on a 148 startups dans The Family. Et notre objectif, c'est de passer à plusieurs milliers de startups. Si je me projette 3 minutes et que je rêve à propos de qu'est-ce que The Family peut devenir, c'est une structure qui est dans une trentaine de pays et qui dans chacun des pays aide 1 millier de personnes par an à décider est-ce qu'ils sont des bons entrepreneurs ou pas. Et même si de ce millier et de ce brassage, il y a à peine une dizaine de personnes qui en sort et une dizaine de personnes qui réussissent, ça reste une expérience qui tire tout le monde vers le haut et qui tire l'ensemble de la communauté vers le haut. Alors, The Family, ça a été fondé par 3 personnes que je vais présenter très rapidement. C'est avant tout une rencontre entre moi et Alice Zaguri. Alice Zaguri était au camping et j'ai eu un professional crunch sur elle. Puisque j'ai trouvé extraordinaire que quelqu'un ait réussi dans un écosystème aussi immature que l'écosystème français à bâtir autant de résultats. Mais il y a une différence en fait entre The Family et l'ensemble des autres accélérateurs de la place, c'est que au fond,
on n'est pas vraiment un accélérateur. On n'a pas de batch, on n'a pas de durée, on n'a pas de temps d'accompagnement. On ne fait pas vraiment du mentoring parce qu'on a trop de boîtes pour mentorer les gens très intensément. Et tout ça, en fait, veut dire que la façon dont on se voit, c'est comme un acteur extrêmement complémentaire de l'ensemble des mentors et des accélérateurs et des incubateurs de la place, puisqu'on se voit comme l'infrastructure virtuelle qui permet aux entrepreneurs de mieux réussir et de réussir plus facilement. Et de ce point de vue-là, en fait, Alice a un parcours incroyable, puisque c'est quelqu'un qui vient du monde de l'art à l'origine, et qui a fait une école de commerce et qui est passé en fait du côté entrepreneurial parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de lien commun entre les artistes et les entrepreneurs, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et on s'est associé avec Nicolas Collin, qui est le troisième larron de The Family, et qui lui a un parcours plus institutionnel, inspecteur des finances. Les gens nous voient souvent en disant c'est incroyable, vous êtes très très complémentaires, mais je vais vous dire un petit secret. C'est qu'au-delà d'avoir des compléments de compétences, on partage sans doute quelque chose d'assez fondamental. C'est que on a une véritable ambition révolutionnaire. On pense vraiment qu'en France, des sociétés géantes peuvent naître, que ces sociétés peuvent prospérer, que l'ensemble des problèmes que l'écosystème français a sont des problèmes qu'on peut résoudre. Que le French bashing, alors vous avez entendu Liam ce matin qui m'a remplacé parce que j'ai un peu trop dormi. L'ensemble du French bashing en fait n'a pas de fondement réel en fait. Si les Français sont pas de meilleurs entrepreneurs ou de plus mauvais entrepreneurs qu'ailleurs. La Silicon Valley était un accident de l'histoire, et je pense que dans les 30 prochaines années, de nombreux hubs à travers le monde vont émerger. Et la France peut très très bien être un de ces hubs. Et ce que cette équipe fondatrice partage avec l'ensemble de l'équipe de The Family, alors le slide n'est pas à jour, mais aujourd'hui on est 14 personnes dans The Family. Toute personne qui rentre dans The Family partage cette volonté révolutionnaire et cet alignement d'ambition. Nous voulons devenir une très très grande entreprise pour aider des grandes entreprises. Et je pense que c'est ce couplage d'ambition qui nous rend très légitimes et très crédibles vis-à-vis des entrepreneurs. Parce que The Family est avant tout un business qui tourne, un business qui essaie de gagner de l'argent, et un business qui en fait a une structuration floue, mais qui a un seul objectif, c'est de réussir à aider nos startups à devenir meilleures. Et donc ça c'est un peu le schéma qu'on aime beaucoup dessiner dans The Family, qui explique en fait pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Pourquoi on fait coup d'État? Pourquoi on fait le fellowship? Alors c'est le nom de notre programme d'accélération. Pourquoi on a un élément qui s'appelle The Family Reboot et qui parle à des grandes sociétés et des sociétés en restructuring? Pourquoi on fait The Family Engine, qui est notre instrument d'accès au capital? Parce que tout ça a un seul objectif, c'est d'amener les startups à grandir. Et alors pourquoi on organise tellement d'événements? Et pourquoi finalement certaines personnes se demandent même si on n'est pas une société d'événementiel? C'est parce que l'événementiel en fait c'est le cœur de l'activité de The Family. Si vous voulez scaler l'accompagnement des boîtes, si vous voulez scaler l'accompagnement culturel et sociologique des startups, vous avez besoin de pouvoir les prendre en groupe et de pouvoir leur dire des messages communs et de leur faire apprendre les uns avec les autres. Et alors l'événementiel c'est quelque chose de formidable parce que ça apporte 4 choses à The Family, et c'est le cœur du moteur The Family. C'est que la première chose, c'est un instrument de deal flow incroyable. Alors le deal flow, c'est quoi? C'est le fait que les gens qui ont des projets découvrent The Family parce qu'ils viennent à des meet-up, parce qu'ils viennent à des conférences, parce qu'ils viennent à des cours, parce qu'ils voient nos vidéos en ligne, etc. Et que donc l'événementiel est la façon la plus simple de connecter avec les gens qui ont des projets. Ils viennent à vos événements, ils découvrent The Family par cet intermédiaire et donc postulent à rentrer dans le programme d'accélération de The Family. L'autre élément avec l'événementiel, c'est qu'en plus d'être un instrument de deal flow, c'est un instrument de création de savoir et de création de contenu. C'est très très dur de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est la culture startup et qu'est-ce que c'est les choses fondamentales que tout entrepreneur doit savoir. Et si vous essayez de le faire a priori, en vous mettant derrière votre ordinateur et en produisant tout ce contenu, c'est un travail beaucoup trop dur.
L'événementiel, c'est une excuse pour à chaque fois zoomer sur un sujet et construire petit à petit, brique par brique, et conférence par conférence, pitch par pitch, qu'est-ce que ça veut dire faire une startup, quelles sont les bonnes méthodes, quelles sont les mauvaises méthodes, qu'est-ce qu'on a envie d'importer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'importer depuis la vallée, qu'est-ce qu'on a envie que tout entrepreneur sache, qu'est-ce qu'on n'a pas envie qu'il sache. Et qu'est-ce qu'on pense être un bon élément, un mauvais élément. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que l'événementiel, ça permet d'aligner les gens et d'aller très vite sur ce sujet-là. La troisième chose, c'est que l'événementiel, c'est une source de réseau. Bientôt à The Family, vous le voyez aujourd'hui à Web Today, il y a une concentration incroyable de gens parce qu'un événement, c'est ce qui rassemble les gens à une date précise. Très bientôt à The Family, on fait un événement sur le luxe qui s'appelle Hackers on the Runway. Seth Godin vient, l'équipe Analytics d'Obama vient. Tous ces gens-là ne seraient jamais venus simplement pour rencontrer nos startups. C'est impossible. Seth Godin ne se déplace pas à Paris même pour rencontrer une centaine d'entrepreneurs. Il se déplace à Paris parce qu'on met dans la salle des gens qui sont pertinents par rapport à lui. Et parce qu'il se déplace à Paris pour un de nos événements, nous, en parallèle, on peut organiser un événement privé pour nos entrepreneurs. Pour chaque événement public dont vous entendez parler à propos de The Family, vous pouvez être sûr qu'on organisera toujours un événement privé qui sera réservé à nos entrepreneurs. Et c'est une façon toute bête de construire du réseau et de construire une communauté positive autour de nos entrepreneurs. Et la dernière chose, et qui est sans doute pas l'élément le plus négligeable, c'est que l'événementiel, c'est un business model très sain. Parce que soit les gens aiment vos événements, ils payent un ticket et ils viennent, soit ils n'aiment pas vos événements et ils arrêtent de vous donner de l'argent. Et c'est un business model qui est beaucoup plus sain que n'importe quelle forme de subvention. On est un acteur privé qui générons une source de revenus privés pour aider des sociétés privées. Et ce côté privé, au-delà de créer un sentiment d'exclusivité, il crée aussi une sorte de légitimité auprès de nos entrepreneurs. The Family, c'est un business qui tourne, qui est cash flow positif, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'on gagne plus d'argent tous les mois qu'on en dépense. Et tout l'argent et tout le bénéfice qu'on fait, on le réinvestit dans nos startups. Et on le réinvestit de deux façons. Soit en embauchant des gens qui peuvent aider de façon commune toutes nos startups. On vient d'embaucher par exemple un designer à temps plein pour aider chacune des startups de The Family sur les questions de design. Soit en mettant de l'argent dans les startups les plus prometteuses pour pouvoir lancer leur tour de table et pouvoir lancer ce qu'ils font. Tout ça en fait, et je vais me répéter pour le coup parce que c'est l'idée la plus importante, tout ça est fondé sur l'idée qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et que pour le devenir, il y a une seule façon de faire, c'est d'essayer. Et qu'aujourd'hui, tout le monde devrait essayer. Et c'est une idée très importante. C'est une idée qu'on assume. Alors, l'éducation chez nous, ça a trois niveaux. Il y a un niveau qui est le niveau individuel et le travail qu'on fait avec chaque entrepreneur individuellement. On essaye à maxima d'être disponible pour nos entrepreneurs et on essaye à maxima de pouvoir les connecter avec les personnes pertinentes. Pourquoi on n'est pas mentor? Parce qu'on pense que le fait d'être mentor d'une start-up, c'est un acte extrêmement intime et extrêmement spécifique. Être mentor généraliste, ça n'existe pas. 99% des startups qui passent à The Family, je ne comprends même pas ce qu'elles font. Et je le dis très honnêtement et très sincèrement, pour une raison simple, c'est que faire une start-up, c'est d'être dans une intersection très spécifique où vous êtes une sorte de bonne idée qui a l'air d'être une mauvaise. Et si vous n'avez pas l'air d'être une mauvaise idée au début, c'est que ce que vous faites n'est pas assez étonnant, et pas assez impactant, et pas assez ambitieux. Et donc, cette intersection crée un trouble en fait chez la plupart des gens. C'est que la plupart des startups qui réussissent et la plupart des startups qui deviennent extraordinaires n'avaient absolument pas l'air extraordinaire à leur fondation. Moi, j'ai vécu un certain nombre de traumatismes personnels à ce niveau-là, mais pas aussi fort que certaines personnes ont pu le vivre dans la vallée. Par exemple, dans la vallée, j'avais un voisin qui avait dit à Larry Page, qui lui avait proposé de devenir le premier ingénieur de l'histoire de Google, mais qui a besoin d'un moteur de recherche? Ça sert à rien, les moteurs de recherche. Et on a Yahoo, ça suffit.
Et 10 ans après, enfin 20 ans après même, il se tape encore la tête contre les murs en se disant mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller lui dire ça? Donc non seulement j'ai refusé le boulot de mes rêves parce que j'aurais pu devenir très très riche, mais en plus j'ai été lui dire que ce qu'il faisait fondamentalement ne comptait pas. Et alors pourquoi ça avait l'air d'être une mauvaise idée? Aujourd'hui tout le monde voit à quel point Google est une part importante de notre vie et tout le monde voit très bien pourquoi les moteurs de recherche sont quelque chose d'important. Mais les moteurs de recherche sont quelque chose d'important parce qu'il y a des milliards de sites internet et il y a des milliards d'informations à chercher. Si on remonte le temps et qu'on se met en 96, 97 sur internet, il y a à peine 20 000 sites internet qui comptent. 20 000 sites internet, vous pouvez les classer. Et c'est pour ça que ça avait l'air d'être une si mauvaise idée. Pourquoi dépenser tellement d'argent et tellement d'efforts pour tellement peu de gens et tellement peu de sites internet? Peu de gens savaient en 1996 qu'Internet allait devenir le phénomène qu'il est aujourd'hui. Et donc, le mentoring en fait individuel ne peut passer qu'à un moment si vous trouvez pour la start-up la bonne personne, et cette bonne personne ne sera pas forcément la bonne personne pour une autre start-up. Et c'est pour ça que nous, en tant que The Family, on n'est pas des mentors, parce qu'on ne peut pas mentorer de façon généraliste 200, 300, 500 start-up par an. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est organiser une communauté de gens compétents qu'on va matcher avec nos entrepreneurs individuellement pour que chacun de nos entrepreneurs soit dans le bon environnement de succès. La deuxième chose, c'est qu'on a une éducation de communauté à faire. Et alors, ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous êtes là aujourd'hui tous au Web Today, qui au passage est un événement formidable, si vous êtes là aujourd'hui tous, c'est parce que vous avez une opportunité incroyable en tant que communauté de bâtir des règles et des modes de fonctionnement communs. Et rien ne s'est jamais bâti tout seul. On ne peut pas. Le mythe de l'entrepreneur seul qui a une idée et qui va passer par toutes les étapes pour réussir, c'est vraiment un mythe, c'est un fantasme. Et à un moment donné, on a besoin dans les communautés d'introduire des règles et une culture commune. Et il y a une culture à laquelle on tient beaucoup à The Family, c'est l'idée du pay it forward, qui est une expression américaine qui vient du monde hippie, qui est que quand vous donnez, et que vous donnez sans réfléchir, à un moment donné, si suffisamment de gens le font dans une communauté suffisamment restreinte, eh ben, tout le monde recevra plus exponentiellement. Et ça, en fait, c'est un élément important de la mentalité qu'on essaie d'introduire à The Family. Il faut que collectivement, on arrête de se demander pourquoi on devrait introduire les gens, et juste introduire les gens. On devrait collectivement arrêter de se demander est-ce que telle start-up, je dois l'aider alors que son idée n'a pas l'air terrible. Il faut aider les gens avec des idées pas terribles parce que finalement, c'est peut-être cette idée pas terrible qui sera demain le succès le plus important. Et ça, en fait, c'est un travail très dur. Parce que mine de rien, en France, on part avec beaucoup de retard sur ces sujets-là. Mais c'est un travail qui est possible parce que pour moi, la culture n'est que le résultat de structures préalables. Et que si vous répétez dans un groupe suffisamment de fois des règles et suffisamment de fois, vous montrez aux gens la magie de cette culture-là et de l'entraide entre les startups, et ben petit à petit, tout le monde joue le jeu et surtout les nouveaux arrivants. Et alors la dernière chose, et ça c'est l'élément le plus important, c'est la question du rêve, et à The Family ce qu'on appelle l'espace rêve. Alors laissez-moi vous raconter une petite histoire qui moi m'a beaucoup marqué. Pendant très longtemps dans l'athlétisme, on pensait qu'il était impossible aux 100 mètres de passer sous la barre des 10 secondes. Il y avait même des articles extrêmement savants qui expliquaient que le corps humain était incapable de passer sous la barre des 10 secondes. Et puis un jour, il y a un type qui, pendant une compétition régionale pas très importante, bat le record et passe sous la barre des 10 secondes. Il faisait beau, il était en forme, il n'a pas trop compris ce qui se passait. Et dans les 6 mois qui vont suivre, il y a une trentaine de personnes à travers le monde qui vont battre le record. Parce que d'un seul coup, l'espace rêve et l'espace possible a changé. Et d'un seul coup, les gens se sont dit, en fait, c'est possible. Et ce « en fait, c'est possible », dans l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus importante. On est dans un pays où les gens connaissent très 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 peu les histoires réelles des gens qui ont réussi. Et notamment, et
je vais assumer ce que je vais dire, et notamment parce que les médias font pas un travail approfondi sur l'histoire des gens et surtout l'histoire de leurs échecs. Les échecs des gens sont quelque chose d'important parce qu'ils montrent que finalement, dans toute réussite, il y a une part indéniable d'opportunité et de chance. Ça ne veut pas dire que les gens ne méritent pas leur réussite. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de dire que pour réussir, il faut avoir de la chance. Forcément, il y a une part de travail, il y a une part il y a une part d'effort incroyable. Mais à un moment ou à un autre, quand même, si les gens réussissent, c'est parce que ils ont eu le bon contexte, parce que à des moments cruciaux, ils ont peut-être rencontré la bonne personne ou eu un peu de chance. Et que cet élément chance, comme il n'est pas maîtrisable, cet élément hasard n'est pas maîtrisable, vous devez absolument y croire pour pouvoir réussir. Et la seule façon d'y croire, c'est de se rendre compte que finalement, les gens qui l'ont fait et les gens qui ont réussi ne sont pas très différents de vous. Et nous, on a créé une petite institution à The Family pour passer ce message-là, qui sont les dîners du jeudi. Tous les jeudis, on reçoit des entrepreneurs chez nous à dîner. Et on les met à table avec nos entrepreneurs et on leur demande de jouer à un jeu qui est de raconter leur vraie histoire et de raconter leur parcours réel, et notamment avec tous les aspects les plus durs qu'ils ont pu vivre. Et pour montrer en fait qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre un entrepreneur qui rate et un entrepreneur qui réussit. Et que tout entrepreneur qui rate n'a qu'une chose à faire, c'est de réessayer et réessayer jusqu'au moment où il va faire. Et cet élément de rêve et d'espace rêve, c'est l'élément le plus important à débloquer dans la tête des gens. Énormément de gens à The Family rentrent avec des ambitions rabotées parce qu'ils pensent que c'est ça le réalisme. Vous savez, c'est ces fameux business plans où les gens vous expliquent qu'ils vont jamais gagner d'argent parce qu'ils sont réalistes. La vérité, c'est que le réalisme, c'est soit vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent, soit vous ne gagnez rien du tout. Ça, c'est réaliste. Et que la majorité des gens ne vont rien gagner. Ça, c'est encore plus réaliste. Mais si vous réussissez, vous ne pouvez pas imaginer que vous n'allez pas réussir à l'échelle et vous ne pouvez pas vous dire en tête que vous êtes en train de faire quelque chose qui a un niveau d'ambition raboté. Parce que soit vous visez là et peut-être que vous atteindrez ça, mais si vous visez ça, c'est très très peu probable de l'atteindre et vous risquez de tomber ici en fait. Et donc, participer à ce storytelling, participer à ce rêve, participer à la construction en fait d'une histoire commune, c'est la chose la plus importante que The Family fait auprès de ses entrepreneurs. Et notamment, non seulement on amène des gens qui ne sont pas de The Family et qui ont réussi, mais surtout, la première chose qu'on fait à chaque fois que quelqu'un passe une étape importante dans The Family, réussit une levée de fonds importante, signe un contrat extraordinaire, développe sa société ou la vend, on le fait toujours venir et témoigner auprès de nos autres entrepreneurs. Et j'ai même partagé une anecdote avec vous qui nous a beaucoup, beaucoup marqué au début de The Family. L'une des toutes premières startups qui a levé des fonds chez nous, est venu, et donc on a organisé une petite fête et un petit dîner, et ils ont témoigné. Et à 21h, il n'y avait plus personne à la fête. Tout le monde était parti. Et chaque personne qui est partie est venue nous dire, écoutez, je suis vraiment désolé, je ne peux pas rester à votre fête là. Ça m'a tellement marqué ce qu'ils ont dit que je me dis, mais en fait, pour moi aussi c'est possible, il faut juste que je retourne travailler. Et je me sens trop mal de rester à cette fête. Il faut que j'y aille. C'est pas possible que eux aient réussi et pas moi. Parce que, et je pense que le sous-entendu c'était, mais je suis quand même bien plus impressionnant que ces types. Et petit à petit, comme ça, tout le monde est parti les uns après les autres. Et maintenant, quand on fait des soirées de témoignages, on prévoit même plus de fêtes après. Parce que ça a à chaque fois le même effet, c'est que ça stresse et angoisse les gens. Et ce genre d'angoisse-là est hyper positive. Parce que c'est le genre d'angoisse du type, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi en fait c'est ce type-là qui est sur le fauteuil en train de témoigner et c'est pas moi? Il n'y a pas de différence fondamentale, on est rentré au même moment. La seule différence c'est que peut-être il a été un peu plus concentré, il a travaillé un peu plus fort que moi, donc je vais retourner travailler et travailler plus fort. Et ça, cet effet-là est un effet extrêmement important et un effet qu'on cultive à The Family.
Alors, parmi les choses qu'on ne fait pas, et comme ça, en plus, j'ai une occasion d'expliquer en public pourquoi on ne le fait pas. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi on ne faisait pas de mentoring. Mais il y a une deuxième chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas un coworking space. On ne met pas les startups à un endroit commun pour travailler. Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison pratique et il y a une raison philosophique. La raison pratique, c'est que si vous prenez 300 startups par an, et que vous décidez de les mettre, les 300 startups, dans un endroit, vous devenez un business immobilier et vous n'êtes plus un investisseur en startup. Et il faut avoir une puissance foncière qu'on n'a pas. Donc ça, c'est la raison pratique. Mais il y a une raison beaucoup plus fondamentale et à laquelle je m'interroge beaucoup. C'est pourquoi aucun incubateur du monde n'a jamais produit quelque chose d'incroyable où les gens ont dit: ah oui, la chose qui m'a le plus aidé au début dans mon histoire, c'est que quelqu'un m'ait offert des bureaux. Pourquoi vous avez des milliers d'entrepreneurs qui ont réussi à travers le monde et quand vous leur demandez quelle était la chose la plus importante, aucun d'entre eux dit: ah oui, la chose qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des bureaux. Pourquoi c'est une phrase qu'on n'entend jamais? C'est quand même étonnant. Beaucoup de gens à travers le monde offrent des bureaux. Et pourtant, les entrepreneurs ont l'air d'être des ingrats incroyables en ne reconnaissant jamais la valeur de ces bureaux comme un élément déterminant et clé de leur réussite. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, mais la théorie principale, c'est que quand vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de bâtir une culture. Vous avez besoin d'identifier votre start-up avec une culture extrêmement précise et de reconnaître dans cette culture quelque chose qui vous distingue du reste du marché et qui vous distingue de l'ensemble des autres sociétés de la place. Et vous ne pouvez pas bâtir cette culture si vous êtes dans un open space partagé. L'open space est un instrument d'acculturation. C'est-à-dire que vous mettez 20 personnes dans un open space et les 20 personnes vont bâtir une sorte de culture commune. Alors c'est formidable. De ce point de vue-là, dans une entreprise, l'open space est un outil incroyable. C'est pas pour rien qu'il est de plus en plus adopté par de plus en plus de sociétés. Mais si vous vous projetez dans une start-up, c'est quelque chose de terrible, parce que la dernière chose que vous devriez faire en tant qu'entrepreneur, c'est de bâtir une culture avec des gens qui ne font pas la même chose que vous. Parce que la culture d'une start-up doit absolument être liée et corrélée à ce que la start-up fait. Par exemple, chez Amazon, tout le monde travaille sur une porte qui est transformée en bureau. Alors pourquoi? Parce que acheter des portes en gros, ça coûte moins cher qu'acheter des bureaux. Et évidemment, quelle est la première chose que toute personne qui rejoint Amazon demande? C'est pourquoi je travaille sur une porte. Et à ce moment-là, tout le monde peut expliquer, en fait, c'est parce que Jeff Bezos, c'est le pire radin du monde, et tu as intérêt de le comprendre parce que sinon tu vas pas faire long feu chez nous. Et en fait, cette porte est l'élément fondamental pour expliquer l'ambition d'Amazon qui est de réduire tous les jours un peu plus les marges pour être le service le moins cher et le plus près des clients. Si Jeff Bezos avait commencé dans un coworking avec plein d'autres gens, je pense qu'il aurait d'abord il n'aurait pas osé la porte. Parce que forcément, c'est le genre de choses que vous ne pouvez oser que dans l'intimité de votre société. Et en plus, il n'aurait peut-être pas bâti la bonne culture et il aurait peut-être bâti une sorte de soupe commune. Et c'est pour ça qu'on pense en fait que les coworking au début, dans les startups, sont hyper toxiques. Et que, au lieu d'aider les startups, en fait, ils les ralentissent et les mettent dans un rythme qui n'est pas forcément le leur. Il y a des startups qui ont besoin de travailler 24 heures sur 24, il y en a qui ont besoin de moins travailler, un peu plus réfléchir. Et vous ne pouvez pas mettre tous ces gens dans un lieu commun. Et d'ailleurs, empiriquement, toutes les grandes startups ont commencé de la même façon, c'est dans un salon et dans une maison. Parce que dans une maison, vous avez deux choses. Vous avez un focus incroyable parce que les gens sont ensemble et ne pensent qu'à ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est un environnement relativement cosy et qui fait que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour y passer beaucoup de temps. Et c'est très très important d'être à l'aise au début dans une startup parce que c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça que nous, plutôt que d'avoir un coworking space, on encourage en fait tous nos entrepreneurs à se mettre en coloc. Alors évidemment, c'est un conseil qui ne concerne pas tous nos entrepreneurs. Certains ont une famille, certains ont des contraintes personnelles qui les empêchent de faire ça. Mais on note quelque chose quand même, c'est que tous ceux qui se sont mis dans la même pièce et qui ont vécu ensemble les 6 premiers mois de la vie de leur boîte,
et ben en moyenne, ils vont beaucoup mieux que ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est de ce genre d'éléments culturels sur lequel on veut bâtir des choses, et on veut bâtir des choses qui nous rendent profondément originales. Alors The Family a 1 an, ça a été une aventure incroyable. C'est aujourd'hui 143 startups, c'est aujourd'hui une vingtaine de startups qui valent profondément quelque chose. Donc c'est un taux beaucoup plus élevé que ce qu'on aurait cru. Nous, on croyait qu'une startup sur 10 chez nous vaudrait quelque chose. Et on se rend compte qu'en fait, s'il y a plus de startups qui valent quelque chose à The Family que dans d'autres endroits, c'est avant tout parce qu'il y en a beaucoup, et que beaucoup veut dire beaucoup d'échanges humains, et beaucoup veut dire beaucoup d'effets et de side effects qu'on n'avait pas prévus. Et je vais juste finir là-dessus. Si vous prenez sur les 25 meilleures startups de The Family, il y en a une dizaine qui ne sont pas rentrées chez The Family avec le projet et l'équipe actuelle. Je m'explique. C'est très courant de rentrer dans The Family, de s'engueuler avec ses cofondateurs, de quitter ses cofondateurs et de trouver un nouveau cofondateur au sein de The Family et de bâtir une nouvelle boîte et une boîte qui avance et qui file beaucoup plus vite parce que les gens ont appris de leurs erreurs. Et que personne, sincèrement, peut expliquer à qui que ce soit comment réussir. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Pour info, si j'avais la méthode pour transformer n'importe quelle start-up en succès, ben, je serais déjà milliardaire. Je ne le suis pas, donc je n'ai pas encore trouvé comment on fait ça. Et en fait, même la plupart des milliardaires que je connais, ils ont un souci fondamental. Ils sont relativement incapables en fait d'expliquer pourquoi ça a marché dans leur cas et d'aider les autres à fonctionner. Il y a une sorte de mystère incroyable dans le fait d'aider les autres. Donc on ne peut pas vraiment aider les gens à réussir. Par contre, on peut les aider à échouer le plus rapidement possible. Parce que perdre de l'argent, c'est pas très grave. Perdre une équipe fondatrice, s'engueuler avec les gens, passer d'un projet à l'autre, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Ça reste que du business. Vous n'avez pas perdu votre famille, vous avez juste perdu un cofondateur. Il ne faut pas non plus dramatiser. Par contre, perdre son temps, ça c'est quelque chose d'incroyablement amer. Rater sa boîte, c'est pas grave. Mais la rater pour de mauvaises raisons et la rater parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses suffisamment rapidement pour voir que l'idée n'avait pas de sens, ça c'est quelque chose qui crée beaucoup d'amertume chez beaucoup d'entrepreneurs et on ne veut pas de cette amertume chez The Family. Notre objectif, c'est que si vous nous dites j'ai envie d'aller à droite, et même si on pense qu'à gauche, c'est beaucoup plus beau et infiniment plus sympa, on vous aidera à aller à droite pour voir si vous aviez raison ou pas. Parce que faire confiance aux entrepreneurs, c'est notre métier à The Family, et c'est la chose qu'on fait le mieux. Et on essaye de leur faire confiance, même quand, de toute évidence, ils ont l'air d'avoir tort. Parce que le nombre de fois où ils ont eu raison malgré nous, et où ils ont été plus intelligents que nous, et meilleurs que nous, même si c'est une minorité de fois, cette minorité de fois-là est suffisamment précieuse pour qu'on ne dise jamais à un entrepreneur qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Merci beaucoup. Alors, on a encore un peu de temps? Allez, on va se donner 5 minutes. Je suis sûr qu'il y a des questions cette fois-ci. Oui, posez-moi des questions. J'en ai déjà plein. Ah, il y a une salle en fait, parce qu'on voit C'est rien. c'est le principe. Alors, j'avais une question là. Ouais. Alors tout d'abord, merci beaucoup parce que je me suis énormément reconnu dans tout ce que vous avez dit. Moi j'ai donc une petite question, c'est où et quand on postule en fait, parce que alors c'était juste extrêmement voilà, inspirant. Et j'espère aussi que ça a été enregistré parce que j'aimerais bien le montrer à tous mes potes là. D'accord, bah, super. Voilà. C'est très très simple pour postuler à The Family, c'est welcome@thefamily.co. Il n'y a pas de dossier pour entrer à The Family. On s'est beaucoup pris la tête sur c'est quoi un dossier pour décrire une boîte. Et on s'est rendu compte qu'il y a la meilleure façon de décrire une boîte, c'est de laisser les gens libres dans une forme libre qui s'appelle l'email. Et d'ailleurs, juste petite anecdote qui vous fera rire, on reçoit énormément d'emails d'engueulades de gens qui nous disent « Ouais, j'étais sur votre site, il n'y a aucune instruction pour postuler, vous êtes vraiment des nuls. » C'est quand même un minimum de dire aux gens ce que vous attendez d'eux. Et en fait, non, c'est pas du tout le minimum. Ce qu'on attend des gens, c'est d'être des entrepreneurs. Et un entrepreneur qui est focus, il sait exactement ce qu'il a besoin de dire pour susciter l'intérêt.
et envoyez juste votre pitch de la façon que vous voulez. Il y a des gens qui envoient des slides, il y a des gens qui envoient des textes, il y a des gens qui envoient des poèmes. Véridique. Mais tout ça, en fait, ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est de vraiment montrer qui vous êtes. Et ça s'appelle pas Welcome at the Family pour rien. Avant, c'était Apply at thefamily.co. Et on s'est dit, en fait, Apply, c'est trop prétentieux. On va mettre carrément Welcome. Parce que, fondamentalement, à un moment ou à un autre, on va refuser des gens qui vont réussir. Et on passera pour des imbéciles. Et ça fait partie du jeu. Mais on essaye au maximum d'évaluer plus les gens que les idées. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est plus la vie des gens et le projet des gens plutôt que leur idée. Donc, c'est petits tips pour les gens qui sont là. Si vous voulez apply as a family, parlez-nous de vous plus que de votre idée. Allez, une deuxième question. Pas de deuxième question, si. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais une question sur l'avant du monde de l'entreprise et quelle est la place de l'entrepreneuriat dans l'éducation future de nos étudiants qui sont actuellement dans leur cursus et qui à la fin de leur cursus se posent la question voilà, maintenant j'ai mon diplôme et qu'est-ce que je vais en faire? Alors, c'est une très bonne question parce que moi je pense qu'en fait le fait de passer par la case entrepreneuriat, c'est la meilleure façon, quoi qu'il arrive, d'accélérer sa carrière. Alors, petit point technique, mais si vous représentez la vie d'une personne sur une ligne de revenus, la ligne de revenus de la plupart des gens, ça commence comme quelque chose de relativement plat, et puis après ça monte petit à petit, et il faut savoir que 90% des gens bâtissent leur fortune entre 45 et 55 ans. Donc c'est pas les gens qui bâtissent leur fortune jeunes en fait sont des exceptions et ils sont pas la norme. L'entrepreneuriat c'est quoi? C'est prendre cette courbe et la tirer énormément pour qu'en fait cette somme cumulée arrive en très peu de temps plutôt que dans cette ligne très rectiligne et très sûre. Et alors forcément, comme toute loi physique, quand vous tirez quelque chose, vous avez besoin de produire une énergie proportionnelle à l'effort que vous tirez. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose d'intense, c'est pas des vacances. Il y a des gens qui font des startups comme des gens partent en vacances. Hier, il y a quelqu'un qui me disait ouais, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les gens deviennent entrepreneurs comme à mon époque, les gens devenaient réalisateurs et producteurs. Bon, très bien, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les gens qui le font sérieusement. Et si pour qu'il y ait plus de gens qui le font sérieusement, il y a beaucoup plus de gens qui le font pas sérieusement, bah, tant pis. Mais résultat, tirer cette courbe, ça a un intérêt énorme parce que même si à la fin on retombe à zéro parce qu'on a raté, en fait, on a un impact sur le reste de sa carrière et on développe des compétences qui ne sont développables que dans ce genre de moment-là. Faire une start-up, c'est pour la seule fois de sa vie ne pas avoir de patron. Et donc ne pas avoir de remerciements quand on fait mal son travail. Vous savez, quand vous êtes dans une grande boîte, vous pouvez faire perdre de l'argent à la grande boîte et être promu. Parce que vous avez vachement bien fait votre travail. Bon après, pas de chance, ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, il y a quelqu'un pour vous serrer la main et vous dire félicitations, this is a very good job. Dans une start-up, il n'y a personne pour vous serrer la main. Une start-up, c'est une sorte de méritocratie où les gens votent avec leur temps et leur argent. Donc soit vous faites quelque chose qui marche et les gens le reconnaissent, soit vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas et les gens sont cruels. À part vos amis pour vous dire oui c'est sympa. Récemment j'avais une startup dans The Family, je savais pas comment lui dire que toute évidence ça allait nulle part. Et j'ai dit bah va dans la rue et demande aux gens ce qu'ils pensent de ton concept. Et il a été dans la rue, il est revenu déprimé. Il m'a dit mais c'est dingue, tout le monde s'en fout. Je dis ah bon? Non, c'est vrai. Et en fait ça d'un point de vue carrière c'est incroyable parce que après il est très jeune et donc quoi qu'il fasse, en fait, il va retenir cette expérience du sens et de l'importance. Et donc, pour répondre à ta question, le meilleur moment de se lancer, c'est le plus tôt possible, parce que c'est là où on a le moins de choses à perdre. Et juste après son diplôme, c'est un moment idéal, parce que ça ne se voit pas dans un CV. Faire un tour du monde ou faire une boîte, c'est la même chose. Personne ne va reprocher à un diplômé de partir un an faire le tour du monde, et personne ne va reprocher à un jeune diplômé d'avoir essayé. Plus compliqué quand on a 40 ans et qu'on risque sa carrière. Oussama, merci beaucoup en tout cas. C'était passionnant, inspirant, brillant. Merci. Je savais que